30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Eh ben, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et aujourd'hui je suis avec Maxime qui a fait la fête hier. Oui. Et qui est en pleine forme. Je suis au top de ma forme. Tip top, comme disent les jeunes. Oui, je sais pas s'ils disent ça les jeunes, mais bon, on en reparlera Plus tard. Et ben Maxime va se présenter du coup. Oui, je parle de toi comme si tu n'étais pas là. C'est ça, exactement. Pas de souci. Je suis là et partout à la fois et nulle part en même temps. Omnipotent, omniprésent. Exactement. Donc, moi je m'appelle Maxime. J'ai pas encore 30 ans, ça va arriver d'ici un mois. J'habite à Nantes depuis 3 ans. Je viens de Nantes à la base. Mais j'étais parti vivre en Espagne et je suis revenu à Nantes. Juste avant le Covid, c'était super. Et j'ai étudié l'anglais à la fac, en LCE. Donc, j'ai une licence d'anglais, puis après je suis parti vivre en Espagne. Et j'ai fait ma vie, j'ai fait l'école de la rue, quoi. Voilà. J'ai fait plusieurs jobs différents, parce que clairement quand on fait des études littéraires ou culturelles, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc j'ai vendu des surgelés, j'ai fait de la traduction, j'ai fait du service client, de l'informatique, du RH, un peu de tout. Et là je vais travailler dans l'associatif. Et tu vas faire quoi du coup dans l'associatif ? C'est une ressourcerie de plantes qui est à Nantes, qui s'appelle la Brocante Verte, petite pub. Et on récupère des plantes bêtes jetées, on s'en occupe et on les revend pour leur donner une deuxième vie. Et tout ça en partenariat avec des personnes en sortie de rue. Trop bien. Voilà, pour les remettre dans le chemin du travail. dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Macron serait fier de nous. Et du coup, quand tu étais en Espagne, tu veux en parler un peu ? Comment Ouais. t'es arrivé là-bas ? Et où t'étais du coup ? J'étais à Barcelone, j'ai vécu 7 ans. Quand j'ai fini ma licence, j'avais un projet avec la personne en face de moi en ce moment, de faire un tour d'Europe en camion. Du coup, le projet s'est annulé, mais je me suis dit, allez, on claque tout, on se barre à Barcelone avant que tu me rejoignes. Et du coup, je suis arrivé là-bas un peu par hasard, mais c'était super. Je devais y rester 6 mois, je suis resté 7 ans, quoi. Et puis là-bas, j'ai fait ma vie, voilà, de mes 20 ans, mes 27 ans, toute ma période de jeune adulte. Voilà, la construction, tout ça. Et c'était bien de passer de Nantes à Barcelone ? C'était très cool, c'était très très cool. C'était très différent, à part le côté c'est beau, il fait chaud, etc. Les gens sont très différents là-bas. Beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accueillants. Et surtout, t'es arrivé sans parler espagnol. Et je suis arrivé sans parler espagnol, en ne parlant que catalan et anglais. Oui, je parlais catalan avant espagnol. Et je suis arrivé dans une coloc de Mexicains et de Chiliens, du coup, qui ne parlaient pas du tout catalan. Donc j'ai passé mes premiers mois avec des post-it sur les murs pour me dire, voilà, mur, ça se dit moro. Voilà, c'était, non, pareil d'ailleurs, c'est même pas moro. T'as les Super. deux. Donc voilà, oui, j'ai perdu l'espagnol apparemment, c'est super. Mais voilà, et du coup, puis après j'ai navigué dans plein de colocs différentes. Puis après j'ai rencontré quelqu'un, du coup on s'est installés ensemble. Et j'ai vécu dans 7 appartements en 7 ans. C'est un bon ratio, quoi. C'était sympa. Et du coup je suis rentré à Nantes parce que j'en avais un peu marre de la vie là-bas. Je voulais rentrer. Et je suis rentré en janvier 2020, 2 mois avant un super truc qui s'appelle le Covid. Voilà. Donc je suis passé à 27 ans d'avoir un mec, un taf et un appartement à être célibataire, au chômage, même pas au RSA, chez mes grands-parents. C'était super. On a adoré. Et le retour à Nantes, ça s'est... Mal passé du coup. Ça s'est pas très bien voilà, passé. non, ça s'est pas très bien passé, quoi. Du coup, ma chère amie Goudal était là avec moi très souvent. Goudal Heineken 16 pour pas dire... voilà, faut dire plein de noms de bières différents, peut-être, je sais pas. Donc voilà. Et non, du coup, j'ai pu faire plein de choses pendant le confinement, c'est-à-dire regarder le catalogue entier Netflix et passer des journées à donner des cours d'histoire à toi. C'était super. Voilà. Elle est prête à passer son brevet des collèges maintenant, c'est génial. Ah, écoute. Et voilà. Puis du coup, le Covid est fini, j'ai pris un appart. Qu'est-ce que je faisais comme taf quand j'ai... Non, j'avais pas de taf quand j'ai pris mon appart, bizarrement.
Et j'ai Une commencé. petite dédicace aux propriétaires. Si... Oui, merci mes propriétaires. Bisous d'amour, vous êtes géniaux. C'est des propriétaires absolument géniaux qui m'ont donné un appartement sachant que j'étais au RSA. Vraiment, genre, je crois que j'ai les meilleurs proprios du monde. Hein, voilà. Bon, j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV pour avoir un appartement. C'était très bizarre, mais ça marchait. Et du coup, après, j'ai commencé à bosser en RH. Très mauvaise expérience. Hein. Voilà, ça s'appelle du sourcing et c'est un peu chercheur de tête, quoi. C'était l'horreur. Hein. Puis en novembre, en bas du pont de Cheviré, c'était super. Hein. C'était génial d'aller en vélo tous les jours. Oui, pour ceux qui connaissent pas le pont de Cheviré. Vous voyez Dunkerque, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Ça passe au-dessus d'une zone industrielle. Imaginez ça en novembre sous la pluie sur un vélo, c'était super. Mais voilà, du coup après m'être fait gentiment licencier le jour avant du deuxième confinement, j'ai repassé un deuxième confinement au chômage du coup cette fois, c'était un peu mieux. Et puis après j'ai un petit peu travaillé quelques jours, hein, littéralement, pour appeler les gens qui avaient le Covid. Et après j'ai commencé à travailler en tant que développeur web, parce que je l'avais pas fait, donc autant faire un truc qu'on n'a jamais fait, c'est marrant. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques semaines. Et à Barcelone, Voilà. Tu disais, t'as fait RH aussi? Non, ça c'était à Nantes. Ah, c'était À à Barcelone, Nantes. j'ai vendu des surgelés pour une entreprise qui envoie des surgelés à domicile, dont le nom ressemble au mien. Voilà, je ne dirai pas plus. Et je me rappelle de cette fameuse démission. Oui, cette fameuse démission où, en gueule de bois, hein, bizarrement, c'est un peu un leitmotiv de ma vie, ça. C'est un peu. Voilà, il y a des hauts et des bas, il y a l'alcoolémie et la gueule de bois, c'est un peu. Voilà. En gueule de bois, avec toi, en mode. J'ai vraiment pas envie de travailler et appeler des gens pour peut-être, au bout de 100 appels, quelqu'un m'achète du saumon surgelé. Donc du coup, je suis monté, j'ai dit, en fait, je me casse. Je me rappelle que ça n'a pas été difficile de te convaincre. Non, à la base, je voulais pas. En fait, je voulais pas travailler aujourd'hui, ce jour-là. Je voulais aller boire des coups avec mes potes. Et du coup, je me suis dit, au pire, je démissionne. Hein. Ouais, je crois que je t'ai dit, viens, on va plutôt Ouais, boire une bière. on va boire une bière sur la terrasse. On me dit, ouais. Du coup, je suis monté, j'ai démissionné, et puis on allait boire des bières. Et du coup, quand je suis rentré le soir, mes collègues m'ont demandé c'était comment le boulot. Je dis, j'ai démissionné. Voilà, en mode. Comme si j'étais allé acheter le pain, quoi. Voilà. Et après, j'ai fait du service client pour plein de gens super cool, genre l'armée française, General Electric, tout ça, c'était super. Après ça, j'ai fait de la traduction et du service client aussi. Puis après, j'ai été project manager. J'étais multimédia account manager. C'est voilà, les super noms anglais qui ne veulent rien dire. Pour des projets de sous-titrage et doublage. Toujours avec ces gens très sympathiques, Sanofi, On adore. toutes les grandes boîtes pharmaceutiques, tout ça, c'était super. On adore. Donc voilà. Donc une vie d'expatrié à Barcelone. Exactement. Mais une vie quand même d'expatrié assez cool, vu que je refuse de rentrer dans ce monde d'expat qui reste dans son petit monde bien français à l'étranger. À ce moment-là, rester en France en fait. Voilà. Donc j'avais pas beaucoup d'amis français, ce qui était très cool. Tous mes amis étaient, on va dire, catalans, pour pas vexer espagnol ou catalan, on va dire. On rentrera pas dans cette politique-là. Pas du tout, on va se faire allumer. Voilà, c'est pas les Basques, ils vont pas nous poser une bombe, mais. C'est fini le théâtre, c'est fini apparemment. Ouais, bon après ça Officiellement. c'est comme ce qu'on parlait avant, c'est comme les tournées d'adieu, tu vois, c'est fini, mais des fois ça revient, quoi. Voilà. Les Donc, 3 tournées d'adieu de c'est ça. théâtre. Mon Dieu, quelle horreur. C'était la dernière bombe promise. Et non, il y en a une autre, c'était caché, surprise. Mais non, les Catalans ne posent pas de bombes, non, les Catalans votent et on les frappe, donc voilà, c'est un peu C'est différent. vrai. Mais voilà. Donc, On les exile. Oui, voilà, bon, c'est ça. Ou on les accuse de crimes de lèse-majesté parce qu'ils ont fait un rap contre le roi. Contre les Bourbons. Voilà. Bisous les Bourbons. Donc voilà. Donc refus de vivre avec les expats, C'est ça. Volonté de rester avec les Volonté les d'être locaux. vraiment un vrai local, quoi. Voilà. Comme ça, je peux vraiment dire, ouais, moi j'ai vraiment vécu, genre je suis moitié français, moitié catalan maintenant, quoi. Ok. Mhm. Alors dis pas moitié catalan parce que je pense qu'il y a des gens ils vont pas comprendre. En Non. France. Non, mais c'est l'Espagne, ce n'est pas l'Espagne, c'est Non, très différent. Voilà, c'est. Mais du coup, je peux un peu me la péter et dire, ah non, excuse-moi, j'ai pas le mot en français, j'ai que le mot en catalan, c'est compliqué. Le genre de petit con que t'as envie de frapper, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je te frappe régulièrement. Voilà, c'est d'ailleurs. ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, Ouais. si vous entendez des bruits sur le micro, c'est sûrement ça. C'est certainement ça. Et ben ouais, donc oui, c'est quand même déjà assez dense. Et donc du coup, expérience professionnelle barcelonaise, Mhm. expérience amoureuse barcelonaise, puisque 5 ans avec une personne 5 ans catalane. avec un catalan. Un catalan roux. Roux en plus, Ouais, et incompréhensible. blanc comme un cul, clairement. Genre, moi je m'étais imaginé vraiment Juan, voilà, Juan qui vient de Malaga, qui fait du flamenco, de la guitare, et qui est le teint basané, le teint bien buriné par le soleil, Ouais, puis et, t'aurais avec la dragué, belle barbe et tout machin, T'aurais dragué sur la plage, il aurait planté C'est son ça. regard dans le tien. hyper intense, voilà. Pas du tout.
Non, c'est vraiment un punk roux et clairement c'est un Irlandais quoi. Enfin voilà, alors que voilà. Mais voilà, donc 5 ans avec cette personne-là. Ça s'est fait un peu en mode on commence à se fréquenter et puis ça s'est fait naturellement quoi. Je me suis retrouvé à la rue, lui aussi, enfin à la rue. Enfin, je devais être Le déménagé quoi. drama, on était seuls sous On les était ponts de seuls sur les ponts de Barcelone. Barcelone. Il n'y a pas de pont de Barcelone parce qu'il n'y a pas de. Oui, il y a bon, pas d'eau. sur la Enfin, plage. des ponts sur la routiers plage. quoi. Du coup en dessous c'est chiant, c'est l'autoroute, c'est un peu chiant, mais on va se retrouver dans les voilà dans les bas-fonds des vieux quartiers de Barcelone. Non, c'est pas vrai. Bah si, tout à fait dans le Raval. Oui, du coup j'ai quand même fini dans le Raval qui est le 18e mais en plein centre, mais où les gens se battent à coups de machette dans la rue. C'est Ça règle bien des Voilà. problèmes, c'est d'ailleurs. sympa de se lever le matin pour aller travailler et de pousser la porte forte parce qu'il y a un matelas qui coince avec un mec avec une seringue dans le bras. C'était mon quotidien quoi. C'est un côté Voilà. très populo, quoi. C'est ça, hein. j'aime bien être proche du peuple, des gens. Ouais, Tu vois. C'est important, C'est pour ça que je reste humble dans ma vie. bien sûr. Et donc, du coup, on s'est installé parce que lui partait de sa coloc et moi aussi. Viré pour faire un appartement touristique. Ne prenez pas d'appartement touristique à Barcelone, ce n'est pas bien, ça tue la ville. Merci, petit message. Voilà. À la mairie de Barcelone. À la mairie de Barcelone. Anne Hidalgo. Non, c'est pas Anne Hidalgo, Non, c'est c'est Ada pas Colau. Ada, je t'aime. Anne Hidalgo, elle est ailleurs. Oui. Elles sont très copines d'ailleurs, les deux. Ah, Voilà. dû peut-être aux origines C'est ça, de Anne Hidalgo, voilà, qui a changé de méditerranéenne. prénom, Hein, Anna Hidalgo. qui n'a pas honte. Mais voilà, et du coup, plusieurs appartements. 3 ans quand même dans cet appartement bien pourrave. Avec des cafards et des rats. Mais au moins, tu savais jamais ce qu'allait traverser ton salon. Non, c'est ça. Et puis moi, j'aime bien les animaux, donc c'est cool. Ça ramène un peu de nature. C'est ça. Voilà, je me sentais comme à la campagne. Un peu Blanche-Neige qui parlait aux pigeons. Enfin, pas aux pigeons, aux oiseaux, là. Moi, je parle aux Un cafards. peu de ruralité dans cette vie C'est citadine. Voilà, puis déménagement dans un meilleur appart un peu plus sympa. Puis après, vu qu'on devait partir en France, déménagement dans une maison absolument sublime avec 3-4 terrasses, voilà, sur la hauteur de Barcelone. La belle vie, quoi. Ouais, j'ai pris mes meilleurs petits-déj sur cette terrasse. Me voilà, petit-déj. Enfin, un petit-déj, c'était de la bière. Exactement. C'est un petit-déj comme un autre. Mais voilà, maison d'architecte et tout ça, d'amis, etc., qui nous louaient, parce qu'ils n'étaient pas là, donc ils nous louaient ça tranquillement. Je ne devrais pas dire ça, parce qu'en fait c'était le haut black, mais bon. Bah, si Allez. tu l'avais pas dit, là, on l'aurait pas su. Voilà, mais retrouvez-les. Hein, Qui fait une enquête? Est-ce que tu penses que Interpol, Bien sûr, mais, suite à ce podcast c'est que ça. personne ne connaît, va venir Exactement. faire une enquête Exactement, on coupera au montage. On coupera au montage. Ok, eh ben on fait ça. Elle va pas du tout couper. Pas du tout. Donc voilà, puis du coup, voilà, c'est ça, de aussi passer de cette superbe maison avec terrasse, vue sur la mer, le parc Güell juste à côté, tout ça, à un appartement en banlieue chez mes grands-parents, quoi, confiné. Voilà, c'était. La déchéance sociale, quoi. Clairement, je retourne à mes origines, c'est ça, c'est bien. L'univers t'a rappelé en disant oh, Toi, t'es pas un mec riche qui a un appartement avec 4 terrasses, toi, t'es un mec pauvre qui vit en banlieue, tu vois, c'est ça. souviens-toi bien d'où tu viens, Voilà. ok? C'est ça. Ok. Donc voilà. Et oui, mais sinon à Barcelone, voilà, beaucoup de rencontres différentes. Après, c'est une ville où on rencontre beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui y restent. C'est une ville de passage en fait, donc les gens viennent 6 mois, 1 an. Donc on se fait beaucoup d'amis qui viennent et qui partent, et puis voilà quoi. C'est un rythme à prendre, et puis voilà. Ouais, accepter que voilà, les gens sont de passage dans ta vie, quoi. Exactement. Et du coup, donc voilà, on disait grande expérience d'expat, retour en France en plein Covid, relation amoureuse qui malheureusement se termine à ce moment-là aussi. Donc ça fait déjà pas mal d'expérience en 10 ans, parce que tu dis que tu es resté presque 10 ans, parce que 7 ans à Barcelone. Ça fait 7 ans à Barcelone et 3 ans ici quasiment, Voilà. dans quelques mois. Donc voilà, et ben du coup, t'en es où si on fait un peu le bilan, comme si c'était la mort, mais de tes presque 30 ans qui arrivent. Si tu comparais, parce que c'est un peu la thématique du podcast, à il y a 10 ans, justement, au moment où tu as quitté la fac pour partir à l'étranger, c'est quoi ton rapport à toi-même aujourd'hui, comparé au vingtenaire que là, quand je t'ai connu pas toujours sapé de meilleur goût. Oh non. On va pas en parler. Non, on va laisser D'ailleurs, on ça. va pas insister lourdement, mais tu étais à l'époque hétérosexuel, hein, Oui. techniquement. Oui, voilà, oui. Puis tout tout d'un change. coup, j'ai ripé. Ça a ripé très très vite. Puis tu es finalement resté de l'autre côté de la barrière. Exactement. T'en es où aujourd'hui dans ce que tu dis que tu vas commencer un nouveau boulot en associatif, donc très loin de ce que tu as fait avant. C'est quoi un peu donc le bilan, en tout cas le constat de 10 ans, amoureusement, professionnellement Le constat, c'est que déjà, je me connais beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Évidemment, ça, je pense que c'est à peu près tout le monde. Et si c'est pas le cas, posez-vous des questions. Si vous en êtes capable. Si vous en êtes capable. Mais non, mais du coup, même
Que ce soit amicalement, amoureusement, professionnellement, j'ai fait plein de choses dont j'avais pas forcément envie, où je me rends compte maintenant que c'était pas forcément les bonnes décisions, et du coup, le fait de les avoir fait, ça me permet de me dire que je les referai plus. Donc voilà. Niveau amical, du coup, j'ai appris aussi voilà, à prendre ce qu'il y a à prendre et puis à pas forcément insister quand il y a quand des amitiés en fait qui font plus sens, parce qu'on évolue tous et voilà. Donc j'ai appris à lâcher un peu là-dessus. Amoureusement, j'ai appris à m'écouter plus et à pas, et surtout en fait à pas devoir absolument être avec quelqu'un ou trouver quelqu'un, la perle rare. J'ai aussi un peu déconstruit tout ce qui est alors c'est pas le mot que je cherche, le ah alors c'est pas la monogamie, mais l'inverse de couple libre. Exclusif. L'exclusivité, voilà. J'ai appris à déconstruire l'exclusivité aussi. Même si apparemment j'ai pas les mots, donc pas tant que ça en fait. Mais J'ai fait toute la déconstruction, par contre je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Voilà, c'était une étape très importante dans ma vie aussi de. Parce que t'étais en couple exclusif dans ta relation précédente. Oui, bon, j'ai pas eu beaucoup de relations avant, mais c'est toujours par défaut en fait. Et puis quand j'ai commencé cette relation de 5 ans, du coup, on a décidé de. Voilà, lui, il voulait pas une relation, mais au bout d'un moment, quand on se voit 5 jours par semaine, qu'on vit ensemble, qu'on a une vie sexuelle, qu'on connaît les amis les uns des autres, etc., qu'on le veuille ou non, il y a une certaine relation qui s'est quand même créée. Donc même si le mot couple peut faire peur, ça existe. Donc, après, on y met ce qu'on veut aussi. Oui, voilà, exactement. Il y a des relations, mais relations, ça peut être juste sexuel, ça peut être juste sentimental, ça peut être les deux, ça peut être voilà, plein de choses. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé d'avoir une relation libre. Donc, j'en avais jamais eu. Je suis pas d'un naturel jaloux, donc j'ai dit pourquoi pas. On verra bien. Si jamais j'arrive pas, voilà. Et c'est très bien marché. Donc voilà. Et ça se gère comment en termes de communication? Faut beaucoup parler. Donc, comme là. Non, je vais commencer à bitcher sur les gens qui sont en couple et qui s'aiment pas vraiment. Il y en a. Hein. Il y a beaucoup de gens en fait qui s'écoutent pas, qui sont dans un schéma de couple qui doit être comme ça parce que c'est le schéma qu'on voit à la télé ou dans les livres ou médiatiquement en fait. Et ils se sont pas posé les questions. Je dis pas que la relation libre est la solution, mais si on veut rester en relation fermée, en exclusivité, il faut juste se poser la question de est-ce que je le veux ou est-ce que je le fais parce que c'est comme ça en fait. Oui, conscientiser, ce que tu dis, c'est qu'au plus on est dans le schéma normatif, au moins on communique et on se pose des questions. On le fait parce qu'il faut le faire. Et là du coup on communiquait beaucoup, on avait établi certaines règles, parce qu'il y a quand même des règles à avoir, donc par exemple voilà, pas un de mes amis par exemple, voilà, des choses comme ça. Se protéger, j'imagine. Se protéger évidemment, et après voilà, on se posait la question de se le dire ou pas. Et du coup, moi, je voulais juste savoir, en fait, pas forcément d'avoir le détail, mais juste savoir si ça s'est passé arrivé, ou pas. Okay. Voilà. Et ça marchait très bien. Parce que du coup, il n'y avait aucune jalousie. Moi, j'étais très content pour lui. Parce qu'il y a des gens qui me disent s'il faisait ça, il ne pourrait pas s'empêcher d'imaginer. Est-ce que tu faisais ça? Ouais. Oui. Et c'était pas problématique du tout? Bah non. Non, d'accord. Moi, je l'imaginais très, très heureux, très épanoui. Ok. Donc le vrai amour, quoi, où tu... Et puis je me permettais aussi de voilà, quand si jamais lui montrer une photo de la personne ou autre, si la personne était belle ou autre, lui commenter ah là mon dieu il est trop bien ou autre. Et puis si jamais la personne n'était pas ouf, dire mais sérieux, genre ça, sérieux, franchement. Voilà, donc en fait on peut en rire, on pouvait voilà, c'est un sujet qui est assez libre, qui est assez tant qu'il y a la discussion en fait ça va. Alors je vais poser une question qui est un peu cliché, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans le monde homosexuel ou pas du tout? Je sais pas. Moi, je pense qu'en fait, tout ce qui n'est pas normé, donc être en couple exclusif, faire le choix de ne pas vouloir d'enfants, faire le choix d'être en polyamour aussi, ou plein d'autres choses en fait qui sont pas dans la norme, c'est pas que c'est plus courant, mais pas parce que nous sommes des pervertis, non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, le fait de sortir de l'hétérosexualité, mais ça peut aussi être le cas sur des personnes qui se considèrent transgenres ou même bisexuelles ou pansexuelles ou voilà ou autres. Et vu qu'il y a déjà un effort à faire pour sortir de la norme et du schéma, c'est moins compliqué après, en tout cas de mon avis, de sortir d'autres schémas en fait. Oui, comme tu déconstruis déjà de base en faisant pas partie du... Ouais, en fait déjà ta sexualité elle est construite comme n'étant pas normale, mais en tout cas pas normée, pas dans la norme. C'est moins compliqué de se dire en plus il y aura aussi ça, je vais aussi être en relation libre, alors que pour un couple qui est hétérosexuel, ils n'ont pas eu à sortir de la norme.
Ils accèdent Et au c'est quand schéma. même plus dur, en fait. En fait, je pense que pour eux, ça va être peut-être aussi dur que de faire un coming out, par exemple. Parce qu'il y a aussi la pression des autres, etc. La pression de... mais si jamais ton mec il va par ailleurs, mon Dieu, mais quelle horreur, ces mecs trouvent mieux ailleurs. Dans le monde gay, il y en a certes, mais beaucoup moins. Et puis tout simplement, en fait, si votre meuf a trouvé quelqu'un et ça va mieux ailleurs, en fait, c'est que votre couple elle est pas bien, en fait. Et qu'elle a trouvé mieux ailleurs et que du coup, elle est plus heureuse ailleurs. Donc, si vous l'aimez vraiment, bah, soyez heureuse pour la personne, quoi. Oui, puis de toute façon, c'est toujours un peu triste que je pense. Moi, je pense que tu peux aimer très fort ton conjoint, ta conjointe, et aussi aimer quelqu'un d'autre. Malheureusement, on va devoir faire un choix Bien sûr. de quitter ton couple pour aller ou non avec l'autre personne. Alors que je pense que c'est très compliqué. Je pense que tu peux vraiment aimer quelqu'un d'autre en continuant d'aimer la personne avec qui tu partages ta vie. Et Bien malheureusement, de par le schéma, tu dois faire. Alors tout le monde ne le fait pas. Je sais qu'il y a des gens qui choisissent justement le polyamour, tout ça. Mais je pense que tu peux aimer pour plein de raisons distinctes. Vu qu'on aime, par exemple, encore une fois, je compare avec l'amitié, mais on aime nos amis pour plein de raisons différentes. Mais c'est ça, il y a deux choses à séparer. C'est d'avoir une relation libre au niveau sexuel, et après d'être en une relation libre au niveau polyamour, où tu aussi permets des relations suivies amoureuses avec d'autres personnes. C'est deux choses différentes. J'ai jamais été dans un cadre de polyamour. En soi, l'idée me paraît très bien, me paraît totalement logique. Après, je sais pas si moi je serais capable de l'assumer ou pas. Mais je pars du principe que du coup, si la situation arrive, il faut en parler et voir si ça marche. Et si ça marche pas, du coup, voir avec la personne avec qui on est pour dire voilà, moi ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, on arrête, ou est-ce que du coup toi t'arrêtes de ton côté ou autre. Voilà. Oui, c'est toujours communiquer en fait, Ouais. même si c'est pas agréable. Ah mais de toute façon c'est pareil pour tout, il faut juste communiquer en général dans la vie, c'est pas... Oui, non, mais effectivement, comme tu disais, le couple plus normé, hétéro, exclusif, va moins communiquer, puisque c'est le schéma qu'on nous présente. Exactement. 2000 ans de catholicisme, c'est super. On prend comme communication un fait qui est établi et qui est, entre guillemets, tu en fait, et qui est admis par les deux, sans en parler, comme étant la norme et ce qui doit être suivi en fait. Et ça crée des vraies névroses, parce que les gens parlent Exactement. pas. Et du coup, tu sens qu'il y a des trucs sous-jacents et personne se dit rien. Et après, Maxime avec ses gros sabots en mode alors le polyamour, machin. Et les gens s'offensent d'abord. Alors, ils savent pas qu'ils s'offensent, ils font ah, tu es drôle, tu es différent, c'est marrant, des gens comme toi. Et après, ça pose des questions, quoi. Ouais, sur le moment, ils délégitiment le discours. Oui. Et après, ils disent ah. En fait, peut-être que. Ouais, ça les pousse dans les retranchements. Au début, ils C'est aiment ça. pas ça, puis ils disent ah, peut-être que ça dit quelque chose. Mais c'est vrai que j'adore en parler avec des couples très classiques. Et ça, que ce soit des couples LGBT, queer ou des couples hétéros. C'est toujours intéressant d'en parler, en fait, voir. Pas pour aller chercher la petite bête, mais pour un peu semer une graine de est-ce que tu as pensé à d'autres schémas. Et tu tombes sur des gens qui avaient déjà pensé, qui du coup sont consciemment à deux en disant on en a parlé, Ouais. mais le schéma pour l'instant qui nous convient, que ce soit dans un couple, comme tu dis, lesbien ou peu importe. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé à ça et ils y sont? Alors, ils ont choisi consciemment d'être que à deux. Alors, ils n'avaient pas forcément. Je pense par exemple à un couple d'amis qui n'avait pas forcément pensé au début. Ils se sont mis ensemble en relation inclusive par défaut. Et en fait, en discutant, ça les a fait se questionner, ils y ont réfléchi, et en fait, ils sont restés comme ça parce qu'en fait, ils ont pas forcément envie de plus, quoi. Ils sont très satisfaits dans leur vie. Mais ils ont eu l'honnêteté Ouais. de se questionner. Mais de plein de. Ça peut aussi être temporaire, en fait, cette exclusivité ou cette Quand tu sens que ton ouverture. couple s'essouffle, par exemple. Oui, ou soit parce que ça s'essouffle, soit parce que, en fait, je trouve ça très dur. Là, du coup, on va parler juste d'un niveau sexuel. Je parle pas de polyamour ou niveau sentimental, même si c'est similaire. Mais en tout cas, au niveau sexuel, je trouve ça très dur, en fait, d'imposer toute ta satisfaction sexuelle à une personne. Comme quoi, pour que toi, tu sois entièrement satisfait sexuellement, il n'y a que toi et la personne avec qui tu es qui va pouvoir, entre guillemets, te rendre satisfait. C'est très lourd à porter, parce que parfois, ça peut arriver que... moi, par exemple, j'ai un moment où j'ai moins envie et l'autre personne a plus envie, et du coup, j'ai pas envie de la frustrer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me force ou est-ce que je dis non et du coup l'autre est frustré? Voilà. Ou inversement, j'ai des moments où je vais avoir très envie et lui non, et du coup, faut juste en parler ouvertement en fait. Et ça peut être très clair. Je sais pas si par exemple la personne avec qui tu es elle traverse un moment compliqué au travail ou avec des amis ou sa famille ou autre, elle a clairement pas la tête à ça. Et ça peut être aussi une solution de là clairement t'as pas envie. Est-ce qu'on peut penser à ouvrir pour l'instant, mais par contre pas le prendre comme une excuse de je t'ai trompé, mais parce que du coup on faisait passer l'amour, quoi. Oui, pour que ça, c'est pas un Voilà, jugement il de faut valeur. en parler, quoi. Ouais. Encore une fois, il faut discuter. Et Parce puis que là, l'excuse ce que l'on entend, il y a quand même énormément de bienveillance quand tu Mm. dis effectivement pas faire porter ça à l'autre, pas être dans l'accusation que l'autre n'ait pas envie, effectivement prendre en compte tout un contexte, comme tu dis, ça peut être le boulot, ça peut être des tracas personnels. Après, en plus, la libido c'est très variable. Moi, le jour, je disais l'hiver, c'est beaucoup plus calme
en tout cas dans mon cas, qu'au printemps où je renais. Et donc, oui, il y a de la bienveillance dans le couple et de ne pas être accusateur de... Enfin, moi, j'entends souvent, malheureusement, des hommes qui ne sont évidemment plus dans mon entourage, mais ma meuf, elle n'a pas envie. Enfin, où il y a une accusation où tu te dis, attends, est-ce que tu as discuté avec elle? Alors, je parle vraiment dans le couple hétéro, où c'est vraiment une accusation facile, comme il y a cette idée que les femmes ont moins envie. Du coup, si elle n'a pas envie... Et je me dis, à quel moment tu te remets en question? À quel moment tu as communiqué avec elle sur pourquoi elle n'a pas envie? Et on sait aussi qu'avec la charge mentale, il y a des femmes qui sont... moins disposées ou plus fatiguées et qu'on moins envie puis de il y a faire aussi l'amour. tout le... Même l'acte en soi, remettre en question aussi, parce que déjà, ok, tu peux avoir une envie sexuelle, mais du coup, qu'est-ce que c'est déjà faire l'amour avec la personne avec qui tu es? Il n'y a pas que la pénétration, il n'y a pas que le pénis et le vagin. Il y a... Bon, déjà, si jamais un mec hétéro connaît les théories, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça commence à changer, c'est bien. Mais, Oui, heureusement. mais il y a plein de choses différentes, il y a plein de pratiques différentes. Peut-être qu'à un moment, on va vouloir quelque chose de plus dans l'affection et dans quelque chose de plus doux et de caresses et de câlins, et des fois d'envie un peu plus bestiale, un peu plus sauvage. Ça dépend, ça change en fait. Oui, on peut érotiser le geste et sortir du schéma pénétratif Exactement. qui rend pas forcément heureux et voilà, qui est encore une fois très, très phallocentré, quoi. Exactement. Pour le plaisir masculin. Oui, donc du coup, on peut constater déjà que il y a une déconstruction énorme qui s'est faite. Après, bon, je te connais quand même, tu reviens pas de loin, c'est-à-dire que t'as jamais été un gros con. Non, mais pour un mec hétéro élevé en cité, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que moi, je t'ai jamais connu à tenir des propos odieux. Bah, on n'aurait certainement pas été amis, du coup. Je pense qu'on a fait waouh, c'est très, Alors, très non. chiant. Et puis, on était, il faut le redire, en fac de langue, hein, on était quand même dans un milieu. Oui, puis c'est facile d'avoir ce discours-là quand on est entouré de personnes qui pensent de la même manière aussi. Oui. Et qui sont intéressées par les mêmes sujets. Oui. Avec qui on peut échanger des bouquins, des idées, des podcasts. Ouais, mais ça fait évoluer. Moi, je nous vois dans notre discours, même à deux, en disant entre nos lectures et quand on se parle, de se dire ah oui, ça. Et du coup, ça crée un truc quand même où chacun a lu de son côté ou a écouté. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont très contemporains. Parce que moi, il y a 10 ans, oui, j'avais notion de plein de choses comme ça, mais pas à ce point-là en fait. La notion de. Je sais pas s'il y a 10 ans, j'aurais fait la différence entre le polyamour et une relation libre en fait, par exemple. Même il y a 10 ans, on parlait beaucoup moins de genre. Quasiment pas d'ailleurs en fait. De toute façon, un gros coucou à tous les mouvements féministes et LGBTQIA+. Plein de bisous sur vous. Voilà, qui luttent fort pour qu'on avance sur. Mais surtout, on n'avait pas les mots en fait. On n'avait pas les bons mots en fait. On avait gay, bi et lesbienne quoi. Et hétéro. Et voilà, les questions de genre n'étaient pas là. Les questions de. Mais même la remise en question du couple. Moi, à 20 ans, j'étais avec mon copain de l'époque. C'était évident que j'allais continuer là-dedans. On allait peut-être acheter à un moment. Enfin, il n'y avait pas de remise en question de ce schéma-là. Quoi. Pas à ce point-là en tout cas. Non. Et quand on voit que les nouvelles générations qui arrivent, c'est super quoi. Enfin, c'est. Quand je discute avec mon petit frère qui a 17 ans, je suis halluciné par la. Bon, pas surtout évidemment, mais il a quand même que 17 ans. Même quand il avait 16 ans, l'éveil et l'utilisation des mots et du vocabulaire et son comportement qu'il a pour le monde queer ou juste avec les femmes en fait, tout simplement. C'est hallucinant quoi. Et il y a beaucoup plus de jeunes qu'on le pense qui sont comme ça en fait. Et évidemment, oui, il y a toujours, mais comme il y a des gens de n'importe quel âge qui sont très conservateurs et réfractaires et voilà. Mais il y a énormément de jeunes du coup qui sont dans la déconstruction, mais en fait, même pour eux en fait, on est des boomers quoi. Ouais. Bah, quand je parle des jeunes et que je leur dis je suis juste gay, je couche pas avec des femmes, je suis genre ah non mais ok boomer quoi. Saut 2015. C'est ça. Tu couches qu'avec des mecs, du coup c'est bizarre. C'est ça, genre ah ouais du coup tu vas voir la différence entre les genres quoi. Ben oui désolé, oui je la vois. Il y en a dit je ne vois pas les couleurs. C'est ça moi c'est. Je ne vois pas les gens, waouh c'est pire. Voilà quoi. Donc du coup grosse déconstruction mentale autour de la sexualité, du couple, de l'amour. Et je sais pas, on a parlé avec les autres personnes de ton rapport au corps et à la psyché, soyons. Et comment ça va? Ouais, moi je connais quelques mots compliqués, j'ai fait des listes pour essayer de les caser par-ci par-là. C'est quoi le rapport au corps dans ton appréciation du corps, dans la façon d'en prendre soin par rapport à il y a 10 ans? Alors je vais quand même préciser que tu es végétarien, en plus d'être homosexuel, c'est beaucoup. C'est Maxime, beaucoup trop, je suis un vrai mangeur de graines. Va manger de la viande rouge tout de suite et faire l'amour avec des meufs. Avec des meufs. Et ne les respecte pas. Non, surtout. bien c'est sûr, important. toujours.
toujours les considérer comme un vieux fichu. Ouais. Tu couches avec elle et après tu te fais un gros barbecue C'est pour ça. fêter ça. Tu vois, Exactement. avec tes Avec la copains. grosse barbaque, tu dis celle-là, elle a bien pris. Voilà. Hop, 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 C'est ça. Voilà, Avec vraiment, un petit Red Bull, parfait. c'est super, vraiment. Et même ton rapport au mental, parce que moi je t'ai connu dans des phases pas toujours simples, comme vraiment tout le monde. Hein, Bah, clairement, que ce c'est soit notre burn-out, génération, quoi. Voilà. T'as c'est, pas fait ton burn-out à 30 ans, waouh. Non, non, par contre, j'ai pas fait de burn-out, j'ai fait des bore-out. Le burn-out, du coup, c'est quand il y a trop de charges et on n'en peut plus. Et voilà, le bore-out, donc de s'ennuyer en fait. C'est avoir des boulots tellement de bullshit job de merde que on pète des câbles alors qu'on ne fait rien en fait. Mais c'est tellement inutile, ça n'a tellement aucun sens qu'en fait on vrille quoi. Là, mon dernier boulot, c'était un boulot qui était certes très bien payé, mes collègues étaient très sympas, c'était en total en remote à la maison, donc je pouvais bosser où je voulais dans le monde, c'était parfait. Ça m'a permis de beaucoup voyager, de changer mes horaires comme je voulais. Sauf qu'en fait, c'est un boulot où clairement je réponds à des messages de gens qui ne savent pas faire en fait. T'as des vieux boomers, genre Mireille qui va envoyer un email et ne sait pas quoi. Je vous réponds sur MSN, ça n'existe C'est- plus, Mireille, ça Mireille fait 10 ans. Mireille n'a pas connu MSN. Mireille m'envoie peut-être quelque chose sur le Minitel quoi. Voilà. Wow. On n'envoie rien sur le Minitel d'ailleurs. Je sais pas connu. J'ai pas assez connu. Ouais. Non. Et voilà quoi, et du coup ça n'a aucun sens et du coup j'ai décidé de refuser de faire des choses comme ça en fait. En fait au niveau déjà psychique, c'est en fait enlever les poids qu'on peut avoir. Alors, évidemment c'est facile à dire quand on a déjà commencé ce chemin là. Au départ c'est très compliqué parce qu'en fait on voit plein de choses à changer en même temps et en fait il faut juste commencer par des petites choses. Comme je me considère assez écolo même si je le suis pas, je pourrais l'être plus évidemment comme tout le monde. Mais c'est pas parce que du coup il y a un truc que je fais pas que ça remet tout en question. Pareil, si au niveau de la psyché je vais remettre en question ma vie professionnelle en voulant être plus centré sur moi-même, ça veut pas dire que parce que j'ai pas remis en question mes relations avec des amis par exemple, ça va pas tout changer en fait. Donc il faut juste aller étape par étape et quand on est prêt en fait, et surtout pas de vouloir tout faire d'un coup parce que sinon là ça fait beaucoup trop quoi. Puis après on finit avec des médocs et tout ça et puis c'est un peu chiant. Et donc voilà, là par exemple tu dis donc bore-out, donc ça te confronte aux limites de ton cerveau. C'est des moments qui créent ce que tu connais bien, les crises d'angoisse par exemple. Oui. Et est-ce que ça t'a appris justement une gestion, parce que les crises d'angoisse ne surgissent pas de nulle part, elles arrivent pour te dire hey, tu serais pas sur le mauvais chemin toi. Et c'est ça en fait, c'est que les crises d'angoisse, les premières fois qu'on en a c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait on ne comprend pas ce que c'est. Et puis une fois qu'on a compris ce qu'on sait, c'est bien chiant parce qu'on se dit ah putain c'est pas juste une maladie, je prends un médoc et ça passe, non, et ça va rester. Tant que je ne fais rien, ça va rester. Donc, et en fait je pense que juste il y a des gens aussi qui sont plus à même d'en avoir que d'autres en fait. On n'est pas tous égaux psychiquement en fait. Donc voilà, je pense que si on en a eu dans Tu veux dire qu'il y a les faibles et les forts, c'est ça? Exactement, moi je suis faible du coup, c'est ça. Mais du coup, oui, j'ai des tendances à avoir des crises d'angoisse. Sauf que du coup, en fait, maintenant, je sais ce que c'est, je sais d'où elle vient, je sais comment l'accepter. En fait, l'idée, c'est pas de se dire ah mon Dieu, faut que ça s'arrête. En fait, juste se dire bah ok, j'ai une crise d'angoisse. Pourquoi en fait? Essayer d'aller au creux du problème. Bon, après, on passe 3 heures dans le canapé à manger du chocolat et à pleurer, certes, mais ça fait du bien. Et il faut pas avoir peur de. C'est très Sex and the City. C'est ça, clairement. Non, je pensais à l'autre, l'anglaise, Bridget Jones. C'est ça, voilà, Bridget Jones. Bah, c'est clairement ça. Ma vie, c'est vraiment Bridget Jones. Hein. Voilà. J'ai pas encore 30 ans. Dans 2 mois, je suis Je crois que Bridget tu vas Jones. rencontrer un mec qui aura un pull avec une tête de reine Mais à la Colin Firth. je pourrais lui faire. Oh oui, est-ce que Ouais, du coup, Maxime, je fais du on en crochet. reparlera après, mais il fait du crochet parce qu'il a 85 ans, il parle à ses plantes et il fait du crochet. Exactement. Après, c'est très chouette. Voilà. Mais du coup, pour revenir au sujet de la psyché, en fait, il faut juste accepter en fait ses limites et accepter quand on fait des choses qui sont pas correctes et essayer de les changer. Comme je disais, on peut pas tout changer d'un coup. Moi, j'avais des choses à régler au niveau amical, au niveau sentimental, ma relation aux hommes, ma relation à mon travail, à l'argent. Donc, on fait pas tout d'un coup. On y va doucement. Et on commence par le plus simple. Donc Et là, puis, t'as fait appel brièvement à la thérapie aussi, un peu, pour aider. Ouais. Bah après mes 6 mois de confinement chez mes grands-parents à picoler tous les soirs, je me suis dit bon, on va peut-être parler à quelqu'un, ça pourrait faire du Je suis bien. peut-être un peu en roue libre. Ouais, à un moment là, faut se poser quoi. Donc voilà. Et oui, c'est un processus que j'ai commencé il y a 2 ans. Là, je la vois plus parce que je ressens pas forcément le besoin, mais je sais que j'avais commencé la thérapie, je l'avais arrêté parce que ça allait mieux. Après, je l'ai repris pour creuser un peu plus et je l'avais arrêté. Et en fait, j'y vais quand j'ai besoin. Et en fait, j'applique juste les conseils qu'elle m'a donnés il y a 2 ans, mais maintenant. Donc, un peu de retard, mais Ouais, c'est pas grave.
Mais du coup, voilà, je les applique et puis si vraiment je vois que même en appliquant ça, ça va toujours pas, donc ça veut dire que j'ai pas assez creusé, que j'arrive pas, donc on va creuser avec quelqu'un. Oui, donc de toute façon, je pense qu'il y a un truc d'acceptation. Encore une fois, pareil, 30 ans, t'as pas fait de burn-out, ok. 30 ans, t'as pas de psy, waouh, hyper chelou. J'ai l'impression qu'on a vraiment, par contre. T'as jamais pris de Streisand, mais t'as raté ta vie, quoi. Moi, c'est Xanax, mais chacun son truc. Non, il y a un truc, on a normalisé le. Enfin, là, j'allais dire la maladie mentale, ça veut rien dire, mais. Oui, oui. Voilà, en fait, surtout, on a pété cette barrière de il faut être fort mentalement pour arriver dans quelque chose dans la vie, quoi. Bah, surtout encore plus chez les hommes. Alors, j'allais dire, toi, t'es homosexuel, mais c'est pareil, c'est les mêmes injonctions à être un espèce de warrior qui met ses sentiments très très loin. Voilà, on va bien les tasser sous des tonnes de testostérone et de graisse animale. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. Et puis il faut pas parler, et puis démerde-toi, et puis il faut pas pleurer. À 40 ans, et tu si vas péter un vol. Si on pleure, il faut juste lâcher une larme. Ouais. Parce que c'est bien salé. Beau, bien salé, bien pleine de graisse. Voilà, qui pue la barbaque. Parce qu'être un homme, c'est ça. Voilà, on peut pleurer une larme si notre mère meurt ou si notre chien meurt. Voilà. Si ton chien tombe le meilleur ami de l'homme meurt, là tu peux. Mais une, hein, pas deux, une larme. Et si t'es un chasseur, c'est pire parce que ton chien, c'est ton meilleur ami, quoi. Bon, après, chez les chasseurs, pas trop. Parce que les chasseurs qui affament leurs chiens pour qu'ils soient encore plus agressifs vers les animaux, c'est pas. C'est pas terrible. Non. Donc, les chasseurs, mourrez tous. On vous aime pas trop, mais. Pas trop. Si vous pouviez juste faire des. Vous tirez dessus, en fait. Et ne pas boire pendant que vous tirez aussi. Ou si vous buvez, tirez-vous dessus. Genre, pas sur les animaux, mais entre vous. Voilà. Genre, voilà. C'est mieux. On est vraiment sur un podcast de gaucho, c'est terrible. Clairement, c'est l'horreur. Non, mais depuis le début, c'est ça, c'est assumé. Donc, meilleur rapport à la psyché, meilleure acceptation des crises d'angoisse, meilleure prise de conscience de ce que ça veut dire. Donc, ce qui te permet aujourd'hui, toi, de te diriger vers un boulot associatif. Et on n'a pas encore parlé du rapport au corps. Qui est changeant, enfin qui change sur 10 ans en tout cas, et comme que ça soit par l'alimentation, le sport ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ton rapport change? Est-ce que tu en prends plus soin qu'il y a 10 ans? Alors j'ai toujours pris soin de mon corps dans le sens où j'aime pas le sport par contre, je fais pas le sport, j'aime pas ça. J'ai beaucoup essayé hein, mais je crois que je libère pas la dopamine. Voilà, clairement si, parce que je suis pas une erreur humaine, mais je pense que... Puis sans dopamine, tu serais vraiment out tout le temps. Voilà, mais je pense que ça me fait rien. J'ai essayé beaucoup de fois de faire du sport et en fait ça me fait chier en fait, j'aime pas ça. Et comme j'aime pas ça, et que j'essaie de faire un peu attention à moi, du coup j'essaie d'avoir une vie la plus saine possible, la plus active possible pour compenser le fait de ne pas faire de sport. Et tu fais beaucoup de vélo. Je fais beaucoup de vélo, j'en ai toujours fait. C'est un sport, hein, tu le sais. Oui. Enfin, je veux dire, pédaler, se mettre en mouvement pour avancer, c'est... Mais du coup, en fait, là, c'est un sport qui a du sens parce que du coup, je vais prendre mon vélo pour aller faire 15 bornes parce que je vais voir une amie ou parce que je vais me balader. Mais du coup, l'activité, c'est pas faire du sport. L'activité, c'est aller voir une amie ou aller me balader. Et du coup, c'est pas... c'est une activité sportive en soi, mais c'est pas... que tu intègres dans un truc. Je vais pas aller pousser de la fonte, non, ça me fait chier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pardon pour ceux qui le font, faites-le. Asseyez-vous, mangez-vous un bon burrito vegan là, et puis voilà quoi. Pas de sport, c'est chiant. Regardez-vous un bon film, c'est bien. Mais du coup, oui, donc je fais pas de sport, mais j'essaie de prendre soin de moi, que ce soit de ma peau, de mes cheveux, de mon corps, voilà, je fais attention à bien hydrater ma peau, tout ça. Et puis je fais attention aux produits que j'utilise aussi, je fais attention à mon alimentation. Donc oui, végétarien depuis quasiment 15 ans. En train d'essayer de passer vegan, en tout cas chez moi. Parce que j'aimerais bien avoir une vie sociale, donc être vegan en société c'est compliqué en France. Voilà. Et puis oui, après j'ai un rapport au corps qui est... on a tous des soucis de rapport au corps, je pense que c'est la norme. J'accepte plus mon corps qu'il y a 10 ans. J'ai pas le corps cliché du beau mec, voilà. C'est quelque chose aussi qui est, à mon avis, bon, je compare pas l'injonction à la beauté que vous avez vous les femmes, mais en tout cas je pense que c'est plus dur pour les hommes gays que pour les hommes les hommes gays ou qui ont des relations avec des hommes que pour les hommes qui ont des relations qu'avec les femmes. Ah bah les hommes hétéros ont le droit d'être moches. Oui, et ils peuvent avoir des complexes, mais en fait leurs complexes vont juste être je suis moche, c'est pour ça que je vais pas baiser en fait. Ça va pas être en tout cas c'est mon idée. En fait ils vont toujours voir leur corps comme outil pour séduire, voilà, comme savoir bien draguer, voilà. Pour moi c'est toute cette masculinité toxique en fait là mon corps doit être bien pour aller le draguer en fait, pas pour se sentir bien. Mais ce qui se passe dans le monde gay, et je pense qu'il y a quelque chose de similaire
peut-être dans le monde lesbien, c'est que vu que l'autre en fait est un peu un reflet de nous-mêmes, et du coup, c'est tout bête, mais on a tous un type de personnes qu'on aime bien. Tu les aimes bien grand, petit, blond, brun ou autre. Et du coup, en fait, ça renvoie aussi un peu l'image de ton corps à toi. Et du coup, t'as toujours un peu en comparaison avec l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire au possible. C'est pas facile, mais je travaille encore dessus. Et il faut pas aussi oublier que le monde gay, certes, c'est assez accepté maintenant en 2022, plus que le monde lesbien d'ailleurs, je pense. Enfin, quand j'ai dit le monde gay, j'ai dit le monde gay homme. L'image par contre de l'homme gay, c'est le mec qui va être hyper canon, qui va être hyper musclé, qui est parfait, qui est parfaitement épilé, il n'y a pas un poil qui dépasse, c'est parfait, et voilà. Et c'est la même jonction qu'ont les femmes en fait quand elles voient des pubs pour des barres de céréales et il y a une meuf qui est nue dedans, quoi, par exemple. Voilà. Il faut que le corps soit comme ça. Et malheureusement dans le monde gay, c'est quand même très souvent ça en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui, sur des applis ou qui en parlent, qui vont demander, ils vont clairement mettre masque for masque par exemple, qui veut dire masculin pour masculin. Ils veulent des hommes qui soient très virils. Ils vont pas supporter qu'un mec ait du vernis à ongles ou qu'il ait une boucle d'oreille ou qu'il soit un peu entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, efféminé. Il y a encore cette injonction là dans le monde gay. Et il y a aussi l'injonction de il doit être beau, il doit être musclé, il doit être parfait, et en gros voilà, il doit tout le temps être comme dans les illustrations de Tom of Finland. Exactement. Très... Ils doivent tous être comme ça. Je vous engage à aller voir ces merveilleuses illustrations inatteignables. Oui, qui font partie de la culture queer depuis des années, plus. C'est un peu la base de tout le mouvement cuir moustache. Mais c'est très drôle. C'est très drôle et c'est très bien fait. Je pense aussi au film Pink Narcissus où il y a tous les fantasmes gays Exactement. D'un jeune homme dans une chambre très rose. Et le très, film très est rose. Sublime de John Bidgood qui est incroyable. Ou Sébastien. Voilà. On parlait. Mais même dans très longtemps, les représentations du monde gay ont été. Ça a toujours été un monde qui a été plus accepté parce que ça reste un monde d'hommes, donc plus simple que le monde lesbien. Et là, on peut même remonter au 19e, 18e siècle, même avant. Il y avait toujours la représentation du corps et de la beauté du corps, mais surtout en fait des corps jeunes. Oui, j'allais dire que dans Sébastien, c'est presque des jeunes C'est effets des ados, en fait. c'est ça. C'est des ados, avec une musculature très et fine. donc il y a tout un côté de pédocriminalité qui est très dérangeante. Même on parle beaucoup de beaucoup d'auteurs qui étaient ouvertement gays, même dans les années 60, 70, etc. Et c'était très souvent lié à un homme plus vieux avec un homme plus jeune, etc. Ils vont justifier ça par en Grèce antique, blabla. Oui, en Grèce antique, il y a des esclaves, on n'en a plus en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut arrêter. Qui se comporte très mal avec ses acteurs, malheureusement. Voilà, et c'est quelque chose qui est très courant en fait. Cette image du sachant et du petit jeune qu'on va apprendre, quoi. Et même dans les rôles sexuels, le rôle sexuel est aussi imposé du dominant, du dominé, etc. Du plus vieux et du plus jeune, du plus masculin, du plus efféminé. Et la représentation a toujours été comme ça, et là ça change en fait. Parce que là, c'est ce que tu dis, c'est un peu même hétéronormatif. Ah bien sûr, mais le monde gay est très hétéronormé. Ouais, c'est ça qui est en fait, on a répliqué le schéma hétéro plutôt qu'en fait de le détruire en fait. Ou de juste changer. C'est pour ça qu'en fait, moi je parle beaucoup de queerness ou du monde queer. Queer, si je me trompe pas en anglais, ça veut dire juste différent, qui à la base était une insulte. Et juste pour dire, les bizarres, là, ceux qui sont pas normaux. Et c'est un mot qui a été réapproprié comme le N-word en anglais. Qui a été réapproprié par du coup les populations noires américaines. Du coup le mot queer a été réapproprié et du coup en fait veut bien expliquer en fait c'est pas forcément ta sexualité ou ton genre, c'est plus la vie, la culture et le mode de pensée qui est en fait derrière. Tu peux être hétéro et queer en fait à mon avis par exemple. Bien sûr. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi là-dessus, mais moi c'est mon avis. Tu peux être totalement hétéro et être queer parce que du coup tu peux ne pas répliquer les schémas hétéropatriarcales. Ah mais il y a plein, moi on en croise plein en ville, des hommes qui répondent pas, même au point de vue vestimentaire ou d'attitude. Et moi c'est d'ailleurs, je pense que ce qui m'attire le plus chez un homme, c'est cette part de féminité, que ça soit dans des choix vestimentaires, des fois même voire très féminins. Malheureusement je suis obligée de genrer un peu. Je trouve qu'il y a un truc, même en termes de bijoux, ou de façon. Enfin, tu vois. La boucle d'oreille chez les hommes est devenue très courante. Ouais. Ça l'a été dans les années 70, 80, avec tout le mouvement rock et punk, etc. Les cheveux longs aussi. Les cheveux longs, et là ça revient en fait. Ouais. Mais là ça revient pas dans un mouvement de briser la. Parce que dans le moment rock et punk, c'était pour casser les codes de la société. Même regarde Mick Jagger, ou David Bowie, Prince, qui était très maquillé, et on remettait pas ça en question du tout, quoi. Non. Mais du coup, ça restait dans le monde de la musique, dans le monde des artistes, etc. Dans le monde du quotidien, c'est pas ça. Alors que là, du coup, ça touche vraiment n'importe quelle personne, en fait.
Ouais. Et c'est pas pour se revendiquer d'un style de musique ou d'un groupe de gens. Donc c'est très intéressant. Mais oui, du coup, dernièrement, c'est pour ça que j'aime bien, c'est que du coup, ce monde queer en fait se développe beaucoup plus et on voit d'autres images de corps, d'autres manières de penser, d'autres manières de se comporter, de s'habiller, voilà, de se montrer au monde en fait. Qui Et même cassent ces chez les codes-là. femmes. Hein, Et chez les femmes aussi en fait. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui du coup en fait sortent de ce, même en parlant du vêtement, sortent en fait juste du vêtement qui va être beau, mais partent sur du vêtement qui va être pratique. Donc Moi, ça peut c'est être ça. beau et pratique, Ouais. mais même c'est quelque chose de tout bête. Moi je m'en souviens quand on s'est connus à l'époque, toutes les filles étaient en talons tout le temps. Ben, moi, ouais. Et on n'imaginait pas sortir, même pour aller faire les courses en vieille basket et en jogging. Et moi, je me rappelle même que je me maquillais pour ça. Enfin, et c'était inconcevable de sortir Oui, sans mascara. sans mascara, sans ma jupe, mes talons. Et effectivement, plus le temps arrive, plus je cherche des vêtements confortables. Il y a un truc aussi qui, en tout cas, moi je parle des femmes, c'est un combat. C'est pas vraiment un combat, mais c'est un milieu que je connais mieux, vu que ça me concerne directement. Où il y a un truc un peu de se défaire du regard masculin. Et donc du coup, parce qu'en plus quand tu réponds à des injonctions très féminines, en tout cas, moi j'ai trouvé que t'attirais à un certain type de mec. Et l'aventure, elle est pas ouf, quoi. Enfin, quand tu passes outre ça, sans parler de c'est pas une sorte de se délaisser, mais si tu mets des fringues où t'es bien, je pense que tu vas te mouvoir différemment, tu vas être bien dans ce que t'es, et du coup, ça va se sentir, et je pense que tu vas tomber sur des hommes qui n'ont probablement rien à foutre, que tu es dans un schéma très... Exactement. Enfin, je suis pas instagrammeuse, tu vois, j'ai pas 2 heures pour mettre... je le souhaite pas d'ailleurs aux jeunes femmes, enfin aux femmes en général qui sont comme ça, je vous souhaite quand même de trouver des mecs super, qui seront pas cons, mais je sais aussi quel genre de mec tu peux attirer en répondant à ça. Mais tu vois, c'est ce que tu avais dit quand tu étais arrivé à Barcelone. Du coup, en venant de France, etc., il y a 10 ans, ça t'avait choqué que du coup, les filles dans la rue soient en basket, jogging. En même temps, c'est dimanche, elles sont sûrement en gueule de bois après avoir bu des litres de sangria le soir d'avant. Donc elles vont juste acheter de quoi bouffer en gueule de bois, quoi. Mais même pour quand elles allaient au boulot, qu'elles marchaient dans la rue, je me rappelle de sacs à dos, de leggings, de baskets, qu'elles allaient... et par contre, les Espagnoles sont rigolotes parce qu'elles se préparent plus le soir, en tout cas le week-end, elles sont super canons. C'est ça passe enfin, tu peux être canon en jogging, hein, évidemment. Et là, ça passe des heures à se préparer, à se maquiller, à se mettre super bien et tout. Et, parce mais que, elles te hurlent pareil dessus si tu leur touches le cul, hein, par contre. Voilà, oui, par contre, il faut pas les embêter, quoi. Non. Mais c'est pareil, moi j'avais des amis par exemple quand elles étaient toutes belles, toutes mignonnes, qui passaient leur journée en vieux jogo dégueulasse. Par contre, après on allait en boîte, donc elles s'habillaient bien, elles mettaient leurs grosses baskets, on partait là-bas, et après en arrivant devant la boîte, là elles mettaient leurs talons. Parce que clairement, marcher 40 minutes en talons pour aller dans une boîte, à rien à foutre, tu mets tes baskets, tu laisses au vestiaire. C'est grand, moi je me rappelle. Et puis il y a beaucoup de pavés. Il y a beaucoup de pavés. Non, c'était impraticable au possible. Non, c'est vrai, et c'est aussi là l'intérêt de voyager, aussi de te confronter à d'autres façons de faire. Et du coup, comme on arrive à la fin de toutes ces expériences que tu as vécues, est-ce qu'il y a, que ce soit le changement de rapport au corps, la déconstruction amoureuse, et les différents boulots que tu as faits, qui t'ont appris à mieux te connaître qu'il y a 10 ans, est-ce que tu en ressors quelque chose aujourd'hui? Ça peut être une leçon de vie, ou une phrase que tu te répètes comme un mantra, ou juste un constat global. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qu'il n'y avait pas il y a 10 ans? Ça, c'est une phrase que je me suis un peu je me répète souvent, mais il y a déjà pas mal de temps. Même quand j'étais à la fin de la fac, j'étais déjà dans cette mentalité-là. C'est vraiment une phrase de con, mais il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est pas une phrase de con du tout. Oui, mais ça fait vraiment genre... tout dépend de ce que... si c'est juste la phrase que tu poses comme ça et que tu développes pas, oui. Bon. Mais la différence entre un remords et un regret, c'est qu'un regret, c'est regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Et donc en fait d'être avec le manque de se dire « Ah, et si je l'avais fait ?» Et le remords, c'est d'avoir fait quelque chose et de dire « J'aurais peut-être pas dû le faire. » En fait, évidemment, on parle de ça tout en... le consentement des autres personnes, etc. Voilà, non, c'est pas ah mince, bon, on vont bien avoir des remords que des regrets. Non, faire des choses consentantes, légales, voilà. Légal, ça dépend. En tout cas, au juste. Oui, voilà. Parce que fumer un pétard, c'est pas très voilà. légal. Ou aller bloquer des projets de méga-bassines, c'est pas légal, mais c'est très juste. Donc, faites-le. Moi, j'ai peur, ils vont me taper, donc j'y vais pas. Zadiste de merde. Mais moi, je suis un petit bobo du centre-ville. Moi, je dis, ouh là là, c'est pas bien. Je vais le retweeter, je vais le reposter sur Instagram, et voilà quoi. Avec un carré bleu Free Ouïghour. C'est ça, exactement. Appelez-moi, comment il s'appelle ce mec Non, on va pas balancer sur les politiques. Non. Après, tu vas te faire bloquer de partout. Je vais être ban.
Mais oui, en fait, c'est que, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, ou go quoi. Là, par exemple, le boulot que j'étais très bien payé, mais c'était un boulot qui me convenait pas en fait. Donc je me dis, je vais changer de boulot pour un boulot qui est beaucoup moins payé, pour un petit contrat de 6 mois, et go, on verra bien. Puis au pire, voilà. Après, protégez-vous aussi, hein, si jamais vous avez zéro économie et que vous faites un truc très particulier, vous n'avez pas trouvé de boulot après, avant de se dire je lâche tout et je me casse, assurez vos arrières aussi un petit peu, faites pas les cons quoi. Oui, un minimum quoi. Et ça me fait penser à un film qui s'appelle, c'est un film espagnol qui s'appelle La Llamada. Je vous le conseille beaucoup. Du coup, dedans, une des deux filles dit tout le temps lo hacemos y vemos. C'est genre, on le fait puis on verra quoi. C'est un peu ça. C'est un peu, passer à l'action. C'est ça. Clairement, après le Covid, la récession, la crise de 2008 et tout ce bordel, on va jamais être parfaitement plein et heureux. Donc en fait, juste autant essayer de trouver du bonheur là où on peut et d'essayer de passer une bonne vie quoi, puis de faire des choses. De toute façon, agir c'est mieux que de trop réfléchir, c'est bien. C'est ça. Mais non, il faut agir, se bouger quoi. C'est comme tous ces gens qui du coup les écolos radicaux, les éco-terroristes. C'est ça. Et en fait, à un moment quand la pression de tout en fait est tellement forte, et en fait en fait on passe à l'action quoi. Comme le début du mouvement LGBT à Stonewall, où du coup en fait les gens en ont eu marre et du coup ils sont passés à l'action en manifestant, etc. Comme pour tout en fait, comme là le mouvement MeToo en fait, les femmes qui en ont eu marre en fait, juste qui balancent tout le monde en fait. Parce qu'on en a marre en fait. Et c'est ça pour tout en fait. De tous ces vieux boomers là qui nous insupportent en fait. Et qui contrôlent un peu le monde et qui commencent à flipper, je pense. Exactement. Et c'est très bien. Flipper les gros nazes. Flipper les gros boomers. Pas pour les autres qui sont gentils, mais les autres qui font n'importe quoi. On arrive. Et on peut finir sur une nouvelle phrase que j'ai appris pour traduire OK boomer. Oui. J'en ai 3 pour vous. Vous pouvez leur répondre d'accord dinosaure, dac le réac, ou ta gueule la gueule, qui est un peu mon petit préféré. Ta gueule la gueule, il est bien. Ta gueule la gueule est pas mal, et puis je pense qu'ils comprennent. Oui. Voilà. Ta gueule la gueule, c'est très. Autant boomer n'est pas compris par les boomers. Non. J'ai essayé d'expliquer à mes parents pourquoi. Non, puis le boomer ne dira jamais qu'il est boomer, évidemment. Non. Est-ce qu'il va dire qu'il est un aïeul ? Je suis pas sûre non plus. Oh, mais après un certain âge, d'une mentalité. Il y a des gens aussi qui ont 20 ans qui sont des boomers. Exactement. Je balance un peu, mais pour moi, Macron, c'est un peu un boomer. Il pense un peu à l'ancienne. Macron, c'est un peu le chef de file des boomers. Hein, ouais. Et puis tout son gouvernement. Hein. Oui. Ils sont pas si vieux. Chapa est pas très vieille, c'est comme une grosse boomeuse. Hein, c'est pas ouf, ouais. Non, alors qu'il y a des gens très cool de 60 ans. Moi, j'ai des exemples dans ma vie. Et ils sont plus jeunes que moi encore. C'est ça. C'est encore mais plus révolté. Ne mettons pas tous dans le même panier, mais soyons conscients que la grande majorité, c'est quand même des bons boomers. Quoi. Oui. Parce que dire, oui, mais ils sont pas tous comme ça peut dire not all men, quoi. Ah oui, non, je vais pas revenir là-dessus, évidemment. Je pense que mon féminisme est assez clair, mais... et puis ceux qui sont pas concernés se sentent pas concernés. Ils ont pas besoin de préciser, genre non, mais pas moi. Mais on sait que c'est pas toi, t'inquiète. Donc ça aurait été un super podcast, un super épisode très queer, très écolo, très vegan friendly, et puis très agissant, très anti-boomer. Mais non, on n'est pas... Non, moi j'aime bien mes parents, par exemple. Promis, je frappe pas les vieux, pour l'instant. Oui, ça va arriver, hein. Oui. Si les gens continuent de te doubler chez Weldom le samedi. Oui, voilà. Par contre, n'hésitez pas à les remettre à leur place, en fait. Oui, non, mais tu peux le faire gentiment. Oui. Tu peux dire à quelqu'un, l'âge ne justifie pas tout. Voilà. C'était une bonne interview, malgré que tu es en gueule de bois, que tu pensais que tu n'y arriverais pas. C'est quand même pas difficile de parler. C'était très compliqué. On va aller boire de l'eau et du citron. Oui, voilà. Et puis, je vais aller rejoindre mon grand ami après Goudal, mon grand ami Doliprane. Voilà, ils vont bien ensemble. Merci Maxime pour ces 52 minutes minutes d'interview. C'était très cool. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt!